Vous êtes élève, étudiant, professionnel? Vous souhaiterez acquérir des connaissances dans votre domaine? Alors rendez-vous sur notre plateforme Closté Digital Africa pour vous former à votre rythme. Au CDA Virtual Academy, nous vous aidons à accéder aux meilleurs programmes de formation en ligne. Grâce à l'intervention de centaines d'experts qui se réunissent pour sélectionner ces recommandations basées sur des besoins de formation recensés sur le continent. Cette plateforme d'enseignement en ligne panafricaine donne la possibilité à toute personne d'accéder à des formations certifiantes ainsi qu'à des programmes diplômants par le biais de notre université virtuelle. Closté Digital vous propose des formations classiques et professionnalisantes dans les domaines des sciences de l'économie, de l'agronomie, du droit, des lettres, de l'informatique et de la comptabilité à travers son université virtuelle européenne au Mali. Ce large choix permet à chacun des étudiants de poursuivre ses études correspondantes à son projet professionnel. Le Closté Digital Africa Virtual Academy vous propose les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtuel et étudiez depuis chez vous. Également, que je viens de partager. Oui, c'est parfait. Bon, de mon côté, c'est bon. C'est parfait. Donc, les autres aussi peuvent confirmer la discussion. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à tous et merci de vous être connectés à cette session qui va porter sur la présentation en fait du management et du pilotage de projets, particulièrement de informatique. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je remercie le Cluster Digital Africa de nous permettre justement de se réunir cet après-midi et également d'utiliser son outil de visioconférence. On va commencer généralement par un tour de table et qui est plus intéressant généralement quand on est en physique et tout. Par contre, ce que je vais proposer, c'est que là, je vais me présenter dans un premier temps et rapidement mon parcours. Et lorsque nous allons entamer la phase des questions-réponses, pour les personnes qui auront des questions, je les inviterai juste à se présenter, nom, prénom et profession, histoire de voilà, mettre un peu, de savoir un peu, de faire connaissance, en gros. Donc, pour commencer, je suis Bado Sirmexan et je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie industriel et informatique. Il faut dire que la formation génie industriel, c'est du 50% management de projet, 50% l'aspect technique. D'où en fait mon intérêt pour les sujets qui tournent autour du pilotage et du management de projet. Et sur l'aspect projet, j'occupe un poste d'ingénieur et de développement informatique industriel et qui fait que quotidiennement, je suis soumis à travailler en fait dans un environnement qui demande beaucoup de pilotage de projet et aussi qui demande voilà, la gestion de la ressource humaine. Et à côté, j'ai une certification en Lean Six Sigma qui en fait permet également de rester dans une logique d'amélioration continue. Donc là, je me suis présenté un peu assez brièvement et je vais couper la caméra maintenant et ensemble, on pourra parcourir la présentation. Donc, vous me dites si vous voyez toujours bon pour la présentation? Oui, c'est parfait. Parfait, ok. Donc là, nous allons aborder ensemble les 3 points suivants, à savoir dans un premier temps, définir les différents concepts, ce que c'est que le management et aussi le pilotage. Ensuite, ensemble, nous allons voir la méthodologie agile et enfin un cas pratique. Le cas pratique, c'est mon retour d'expérience sur certains projets informatiques sur lesquels j'ai travaillé. Donc, au niveau de la définition des concepts, on va commencer par définir le management. Souvent, on a tendance à faire la nuance entre management et gestion de projet. La différence se situe en fait au niveau du facteur humain. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de gestion de projet, on utilise en fait des outils de planification. Parmi les outils de planification, un exemple simple, basique, c'est Excel. C'est-à-dire, on prend Excel et on définit des tâches. Et ça, en fait, c'est de la gestion de planification. Et lorsqu'on rajoute le facteur humain, c'est-à-dire qu'on a une équipe à manager et que les tâches qu'on a définies sur Excel, on doit les attribuer à des personnes,
En ce moment, on va parler de management de projet parce qu'on rajoute en fait le facteur humain à la gestion. Et enfin vient l'intelligence collective. L'intelligence collective, là, elle est importante parce que qui dit la gestion qui parle de ce sont des hommes, des femmes qui travaillent. Il est important en fait de discuter, d'avoir vraiment le sens de la communication pour pouvoir converger vers la qualité, pour que le projet soit de qualité. Et une fois que nous avons réuni facteurs humains, l'intelligence collective et les outils de planification, on peut maintenant passer au pilotage. Du coup, au niveau du management de projet, des outils de management, on retrouve le Kanban, le Gantt, le PERT. Notamment, là, j'ai souligné en fait Agile, la méthode Agile, dont on reviendra là-dessus plus tard, qui est très utilisée en fait dans le développement en fait des projets informatiques. Et maintenant, on aborde le terme pilotage. Le pilotage réunit essentiellement, il y a 3 termes essentiels au niveau du pilotage. Il s'agit de la qualité, du coût et du délai. Parce que je prends l'exemple où nous sommes une entreprise qui avons des compétences, par exemple pour développer un projet informatique, et nous avons un client qui souhaite que nous développons un produit pour lui. Le client, il va faire le choix de l'entreprise qui va développer son produit en se basant sur, déjà dans un premier temps, ça peut être sur le délai, c'est-à-dire que est-ce que nous pourrons fournir le produit dans les temps demandés? Est-ce que le produit sera de qualité? Et aussi, est-ce que nous proposons un coût raisonnable et acceptable sur le marché? Donc, le pilotage, c'est vraiment savoir faire le rapport entre le coût, la qualité et le délai. Et au niveau du pilotage, nous avons des indicateurs de projet qui nous permettent, ces indicateurs en fait nous permettent de justifier, de voir est-ce que le projet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des erreurs, des retards par exemple de projet. Nous avons le suivi du planning également, la répartition des tâches. Tout à l'heure, j'ai parlé du facteur humain au niveau du management de projet. Parce que si nous sommes dans la gestion de projet, nous aurons les indicateurs de projet, le suivi du planning. La différence qu'amène le management, c'est qu'on a des humains qui doivent être répartis en fait sur ces tâches-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pilotage aussi, c'est le respect des coûts. Donc, on doit le budget. On doit également réaliser un bilan d'avancement du projet. Et l'une des parties très importantes au niveau du pilotage, c'est l'archivage des documents. Parce qu'il faut noter là que l'archivage des documents, c'est également demandé par les normes, notamment les normes ISO, qui demandent justement à ce que tous les documents que nous mettons en place dans des productions soient archivés. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces termes-là lors du cas d'étude que je vais vous présenter. Ensuite, nous allons passer là à la méthodologie agile. Je vais juste vous envoyer un sondage là et vous demander vous aurez sur l'écran le choix entre oui et non, ce qui me permettra un peu de voir comment aborder ces parties-là. Ok, merci pour les réponses. Du coup, là, j'ai sur 12 réponses, j'en ai 5 oui et 7 non. Donc, la méthodologie, il faut dire que dans une démarche d'amélioration continue, la méthodologie agile, en fait, va nous permettre justement de gérer tout ce qui est planification, le suivi de projet, et également l'outil principal, en fait, là, ça serait surtout la communication. Et voilà pourquoi, là, je vais aborder la partie sur la méthode Scrum. Donc, la méthode Scrum, c'est une méthode
qui est beaucoup utilisé, qui fait partie de la méthodologie agile et qui est beaucoup utilisé dans le cadre des projets informatiques. Et comment cette méthode-là fonctionne? Nous avons à l'entrée un carnet, 10 carnets de toutes les fonctionnalités du produit, qui souvent dans le jargon, on dit cahier de charge, qui contient en fait toutes les spécificités. C'est-à-dire on a un client qui là va nous définir exactement le produit qu'il veut à la sortie. Et c'est également à ce niveau que nous allons discuter à savoir les délais. Est-ce que nous respectons les délais? Est-ce qu'également les coûts? En fait, toute la budgétisation et la partie planification est dans un premier temps gérée à ce niveau en plus grand et nous qui sommes la boîte consultante. Puis, nous venons au niveau de la fonctionnalité du sprint. Dans la méthode Scrum, nous allons parler de... Je crois qu'il y a un micro qui est activé. Est-ce que vous pourrez désactiver votre micro? Merci. Donc, je disais au niveau de la méthode, on a le sprint. Le sprint correspond à 2 à 4 semaines. Un sprint, en fait, en exemple, il faut se dire que sur une semaine, nous avons des tâches précises à effectuer. Et ces tâches, nous allons l'effectuer sur une semaine précise, c'est-à-dire chaque ressource sait ce qu'elle a à faire. Et à la fin de la semaine, on doit réaliser des bilans d'avancement. Là, pour vous situer vraiment dans le Scrum, quels sont les différents rôles? Nous avons le directeur de produit, qui est en fait issu du personnel du client. Le directeur du produit, en fait, c'est le client qui nous approche. On a ensuite le chef de projet, qui va être la personne, en fait, qui fera la liaison entre le directeur de produit et l'équipe produit. Donc, dans l'équipe produit, on retrouve, en fait, les ingénieurs. C'est la partie, en fait, ce sont ceux qui vont faire le développement du produit. Et on a le chef de projet qui va assurer le pilotage. Et au-dessus de lui, on a le directeur du projet, je l'ai dit, qui est le client, chargé de suivre en fait la bonne marche du projet et de vérifier si nous allons respecter en fait les délais demandés par le client. Donc, pour revenir sur la méthode Scrum, nous avons 4 étapes essentielles, à savoir le sprint planning, qui est la planification. C'est à ce niveau que le chef de produit, le chef de projet et l'équipe projet, ils vont définir ensemble l'avancement. C'est-à-dire, ils vont se dire là, déjà, j'avais dit la méthode Scrum, c'est sur 4 semaines. Donc, c'est à ce niveau qu'on va définir vraiment les objectifs. Et chaque membre de l'équipe, en fonction de ses compétences, va dire, par exemple, une tâche, j'ai besoin de 2 ou 3 jours. C'est vraiment à ce niveau que tout sera défini. Et enfin, on passe à l'implémentation. Et c'est au niveau de l'implémentation, là, c'est le développement du produit, concrètement dit. Et on a le Daily Scrum qui se passe pendant la production. Le Daily Scrum, en fait, c'est une réunion journalière. C'est-à-dire, dans la méthode Scrum, tous les jours, on fait une réunion. C'est-à-dire, chaque matin, on fait une réunion pour faire l'état d'avancement de la veille, c'est-à-dire la tâche qu'on avait effectuée la veille, on donne l'état d'avancement et également, on annonce la nouvelle tâche que nous avons effectuée dans la même journée. Et cette réunion est très importante et elle a lieu tous les jours. Ensuite vient la revue du sprint review, qui vient en fait généralement après la production. En ce moment, en présence du chef de projet, du chef de produit et de l'équipe, on va ici, à ce niveau-là, recenser tout ce qui a fonctionné, également ce qui n'a pas marché, quelles étaient les causes et faire, généralement dans le jargon, on parle de REX, un retour d'expérience, c'est-à-dire vraiment documenter toute la production à ce niveau. Voilà pourquoi je vous parlais au début de l'archivage des documents, qui est très, très important, parce que c'est à ce niveau-là que ces documents seront utilisés justement pour justifier un retard potentiel, par exemple. Et enfin, on aura le sprint rétrospective, désolé, qui va réunir maintenant vraiment le client. Le produit est déjà fini.
Et voilà, on vérifiera maintenant si la qualité et également nous avons respecté le délai. Donc, je vais prendre un cas pratique pour mieux expliquer en fait la notion de la méthode Scrum. Supposons Start et notre hub s'appelle CDA. Et nous accompagnons nos clients dans la conception et la vision de construction de leurs infrastructures industrielles. Et j'avais parlé justement du rapport coût-qualité-délai. Donc, nous sommes une start-up et nous avons un client qui nous approche. Un client qui est dans le secteur de la production agroalimentaire. Le client en question, il a des machines qu'il appelle Cooker 1, Cooker 2, qui sont utilisées pour produire 3 types de produits. C'est-à-dire soit ils vont broyer des tomates, ça peut être la pâte de tomate, la pâte d'olive ou des prunes. Et le client nous demande en fait, disons que à l'heure actuelle, le client fait la production est gérée chez le client de façon manuelle. C'est-à-dire on a des opérateurs qui chaque matin doivent l'enlever. Et donc, proposant je sais pas, allô? Allô? Oui, Oui, vous me recevez? Toujours. maintenant oui, c'est bon. Donc, je disais, à ce niveau-là, on a donc le client qui veut que nous automatisons son système. Et là, c'est la phase, dans la méthode Scrum, on avait la phase cahier de charge, c'est-à-dire dès le début, avec le client, on est sur les attentes, ce que le client veut vraiment. Et également, c'est le moment où on fait comprendre au client aussi les compétences que nous pour que voilà, la fin, le produit soit de qualité. Pour un tel projet, voici comment le découpage peut se faire. Donc, on a le facteur humain. En parlant du management de projet, le facteur humain là, c'est le facteur du produit, qui est l'entreprise cliente, qui peut être un représentant de l'entreprise cliente. On a le Scrum Master ou le chef de projet. Et pour ce projet, les ressources, nous avons 2 personnes qui vont s'assurer du développement et du contrôle de l'imagerie. L'imagerie, ici, c'est ça. C'est la partie interface, ce que nous voyons visible. Et 2 personnes qui vont s'assurer de la partie gestion et la mise à disposition des données. Il faut dire que cette partie, en fait, vu que nous avons des appareils qui sont là, nous aurons une interface, nous aurons en fait des automates qui feront la liaison entre ce que l'opérateur voit sur son ordinateur. C'est-à-dire lorsqu'il entre l'information 40, cette information va transiter en fait par un automate qui va transmettre l'information à la machine pour que la machine se mette à fonctionner. Et c'est de cette partie en fait que nous aurons 2 personnes qui seront chargées vraiment de s'assurer que ce sont les bonnes données qui sont appelées par l'interface. L'outil ou méthode que nous allons utiliser, la méthode Scrum, Jira, qui est un logiciel de planification, je vous le présenterai tout à l'heure également. Et au niveau de l'intelligence collective, nous avons les procédures. Une procédure, en fait, c'est un document qui détaille les étapes, qui, par exemple, dans la procédure, on saura, par exemple, que sur l'interface, la machine qui est positionnée là, elle doit être positionnée, par exemple, à telle coordonnée, suivant les axes X, Y. Donc, la procédure vraiment nous donne les étapes à suivre pour respecter, en fait, le cahier de charge. Et enfin, l'archivage de documents. Donc, matériel logiciel, comme je le disais, on aura besoin des automates pour la partie données et pour la partie planification de l'outil Jira que je vais vous partager tout à l'heure. Juste partager l'écran.
Okay. Là, normalement, vous devrez voir l'écran que je partage là. Et en fait, là, je suis sur l'outil Jira, qui est l'outil de planification. Donc, pour un tel projet, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on a la possibilité de créer le projet, je l'appelle CDA. Le type de ticket, on a le choix entre Epic et tâche. Et en fait, Epic, la différence, c'est que Epic, ça serait comme un dossier. C'est comme si on a un classeur. Et ensuite, on pourra y mettre plusieurs tâches. Pourtant, la tâche, en fait, c'est on veut créer juste une tâche. Et nous, dans notre cadre, j'ai créé un dossier Epic qui, en fait, est le projet, en gros. Et là, maintenant, nous avons les différentes tâches qui seront affectées au projet. Comme vous pouvez voir, là, je vais l'ouvrir. Je vais sur feuille de route. Dites si l'écran est un peu, si vous avez du mal. Donc là, par exemple, on a un projet qui est le projet client agro que je vous ai présenté tout à l'heure, qui s'étale du 22 août au 22 septembre. Sachant que le client, pour ce produit-là, il a demandé un délai de 3 semaines. Mais dans notre outil de planification, on marge d'une semaine. Et encore là, j'insiste aussi sur le fait que la méthode Scrum fonctionne avec des projets allant de 2 à 4 semaines pour être efficace. Et aussi, en termes de ressources humaines, la méthode est applicable à 9 personnes maximum pour que la méthode soit efficace. Le développement du produit qui nous est demandé là par le client, voici comment j'ai fait le découpage des tâches en m'inspirant de projets sur lesquels j'ai eu à travailler dans le cadre professionnel. Par exemple. Au début, nous avons la mise à disposition des données d'entrée. Et cette mise à disposition des données d'entrée, c'est au client de nous les fournir. C'est-à-dire de nous dire, par exemple, la capacité maximale, par exemple, de l'appareil, quelle est la quantité maximale, par exemple, de tomates qui peut être introduite dans l'appareil. Tout ça, en fait, ça fait partie des données d'entrée qui doivent être fournies par le client. Une fois que nous avons ces données d'entrée, nous allons faire l'analyse de ces données. Et enfin, nous passons au développement de l'interface. Le développement de l'interface, c'est vraiment la partie visuelle. C'est-à-dire le fait de dessiner, de placer le matériel et tout, c'est vraiment la partie visuelle. Et la partie données, j'avais dit qu'on avait 2 personnes qui allaient se charger des données. La partie données, en fait, ces personnes-là, en fonction de l'analyse que nous avons effectuée là, seront en mesure de dire, dans l'automate, nous aurons besoin de créer telle ou telle variable, par exemple. Et une fois, donc les 2 personnes qui sont affectées sur la tâche des données, nous avons une personne qui va créer ou faire la mise à jour des données et la deuxième personne va réaliser le contrôle technique des données. C'est-à-dire les 2 personnes ne doivent pas effectuer la tâche de mise à jour ensemble. C'est-à-dire une personne, mais ils ont les compétences, ils ont les mêmes compétences. C'est juste que le contrôle technique, pour des soucis de qualité, c'est pour pouvoir approuver ou non le travail qui a été effectué par le collègue. Et après le contrôle technique, si l'on se rend compte qu'il y a des reprises, il y a des erreurs à faire, du coup, on est au niveau de cette tâche-là. C'est-à-dire la personne qui avait créé les données va reprendre le bilan du contrôle technique et corriger ces erreurs. Et une fois que c'est bon, la donnée a été validée, c'est en ce moment que le contrôle technique de l'interface, c'est-à-dire la partie imagerie, va rentrer en action. Donc, juste pour préciser là, lorsqu'on développe l'interface, j'avais dit que l'automate fera le lien entre l'interface et la machine, la machine qui va broyer la tomate. Donc, en développant l'interface, la personne qui développe va mettre en place des liens qui, en fait, feront appel aux données qui seront transmises dans l'automate.
Donc, au niveau de l'interface, là, cette personne crée déjà les liens sans se soucier, en fait. Il crée le bon lien et celui qui fait la donnée, il met la bonne donnée. Et au niveau du contrôle technique de l'interface, c'est-à-dire l'image est déjà développée, les liens sont déjà là et qu'on avait validé les données là, c'est-à-dire tout est bon maintenant pour tester l'interface. Et c'est en ce moment que celui qui fait le contrôle technique de l'interface, il va essayer par exemple de mettre, supposons un exemple, il met 40 litres. Par exemple, il veut une production de 40 par exemple de pâte de tomate. Et une fois qu'il met ça et qu'il valide, on verra si l'automate va respecter le choix et actionner en fait l'appareil. Et une fois qu'il fait le contrôle technique et qu'il se rend compte, par exemple, au niveau de l'interface, que lorsqu'il met, par exemple, la valeur 40, le résultat attendu n'est pas... Donc, il y a un micro qui est activé, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais qu'au niveau du contrôle de l'interface, c'est à ce niveau, en fait, lorsqu'on se rend compte d'un écart entre ce qui est l'opérateur veut voir et ce qui est produit à la sortie, on va donc passer dans une tâche de reprise s'il y a des erreurs constatées. Et s'il n'y a pas d'erreur ou que les reprises ont été effectuées, on passe maintenant à l'intégration des données dans le serveur et l'automate. Et là, vraiment, lorsqu'on passe à l'intégration, c'est-à-dire on va intégrer maintenant et la donnée et l'imagerie, l'interface. Maintenant que nous allons intégrer vraiment dans l'automate et enfin pouvoir faire le test en plateforme interne. Le test en plateforme interne, c'est généralement une plateforme étant le CDA, le startup CDA, et la startup CDA, c'est-à-dire sur notre site, nous avons des outils de simulation qui nous permettent en fait de tester, de faire comme si nous étions également sur le terrain du client. Donc toute cette phase, c'est à valider lors du cahier de charge, c'est-à-dire vraiment de dire au client, nous avons les outils nécessaires pour faire le test chez nous avant le déploiement. Donc c'est à ce niveau-là, on fait le étant chez nous sur des plateformes de simulation. Une fois que les tests sont bons, validés, on demande une surveillance. En ce moment, la surveillance, c'est le client. C'est là que le produit en fait rentre en action, c'est-à-dire il est avec l'équipe projet, il vérifie, il fait les tests et si entre-temps, le client a peut-être changé d'avis, souvent ça se joue sur la couleur des équipements. Parce que par exemple, nous pouvons décider que si nous allumons voyer en vert, ça veut dire que l'objet est fonctionnel. Le client peut nous dire non d'après voilà, leur habitude. Chez eux, par exemple, c'est plutôt la couleur orange qui signale, par exemple, que l'état est fonctionnel. Dans ce cas, au niveau de la surveillance, il va nous faire remonter le problème et on prend en compte cette modification-là. Une fois que la surveillance est bonne et validée par le chef de produit, nous passons en validation. La validation, c'est un nouveau test que nous allons effectuer en plateforme interne. Et enfin, nous allons livrer au client. Mais avant de livrer au niveau de la livraison au client, nous avons la rédaction de la production. Parce que là, j'avais parlé des documents. Dans cette fiche de production, nous allons noter le cahier de vie du projet. Toutes les étapes que nous avons suivies, les erreurs que nous avons constatées, également, ça serait également là en fait qu'on va, en gros, c'est un gros document qui va justifier vraiment tout le déroulé de la production. Et ce document sera remis au client à la fin, après validation. Donc là, je vais prendre juste une tâche, vous montrer un peu comment c'est fait. Si je prends par exemple l'analyse de données, qui est là, je vais juste le rapprocher. Donc, je ne sais pas si vous voyez toujours bien l'écran ou si je dois agrandir un peu.
Donc, là, par exemple, nous avons la tâche analyse des données d'entrée. Je vais dans la configuration. Nous avons ces étapes-là importantes. On a la date d'échéance qui permet justement, la date d'échéance est renseignée par le chef de projet. Là, nous sommes dans la semaine du 22 au 26. Supposons que cette tâche-là, je mets la date d'échéance au 26 août. Le responsable, c'est à ce niveau fait qu'on va l'attribuer à une personne de l'équipe. C'est-à-dire là, par exemple, si j'avais le nom ou d'un autre membre de l'équipe, en faisant ça, on l'a en fait le ticket et il est prévenu par mail comme quoi il a une tâche qui doit effectuer. Et qu'est-ce qui se pose la tâche qui est là, c'est-à-dire date, il faut c'est la date d'aujourd'hui pour dire aujourd'hui je démarre cette tâche et je la mets, elle était à faire en cours. Et quand je reviens là, vous verrez qu'on a la tâche analyse des données d'entrée qui en fait est dans la colonne en cours. Et dans la méthode Scrum, ce qui est demandé, c'est que, j'avais dit, on fait des réunions d'avancement du projet. C'est-à-dire aujourd'hui, j'effectue cette tâche, on est en fin de journée, j'ai terminé la tâche, je la mets en fini. Et ensuite, je vais à l'intérieur de cette tâche et je vais renseigner le temps que j'ai. Si j'ai passé 4 heures sur la tâche, je renseigne 4 heures, j'enregistre. Là, j'avais oublié de renseigner l'estimation originale qui est renseignée par le chef de projet. Et l'estimation originale est renseignée lorsqu'il a discuté avec l'équipe projet qui, par exemple, le responsable en fait de cette tâche va dire au chef de projet pour réaliser cette tâche, par exemple, j'ai besoin de 6 heures de temps. Max 6 heures. Et finalement, le temps que j'ai enregistré est de 4 heures. Ça veut dire que voilà, j'ai passé moins de temps que prévu. Et l'intérêt justement de renseigner le suivi temporel, c'est qu'à la fin du projet, cela va permettre au chef de projet justement d'avoir des indicateurs de performance, de pouvoir dire et nous avons réussi en fait telle mission en moins de, là par exemple on a fait en 4 heures au lieu de 6 heures de temps, ce qui veut dire que voilà, soit on avait les données, on avait toutes les données nécessaires, soit la personne qui s'occupe est très compétente. En fait, ça permet justement d'une part de justifier le travail effectué, mais également de reconnaître en fait voilà, la qualité du travail. Donc là, en gros, c'est un peu l'outil Jira. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Par contre, si vous avez des questions après, on pourrait revenir un peu pour voir comment l'outil fonctionne. Mais en gros, c'est vraiment un outil très pratique pour gérer, pour le pilotage. Parce que là, par exemple, j'ai des aides. Vous voyez, j'avais dit qu'on avait deux types de profils. On a les personnes qui vont se charger de la donnée et ceux qui vont se charger de l'imagerie. Donc déjà là, je peux filtrer en faisant données. Vous voyez, sur le projet client agro, j'aurai les tâches uniquement affiliées à la donnée. Et si je prends imagerie, uniquement les tâches affiliées à l'imagerie. Donc c'est vraiment un outil performant pour piloter un projet. Et là, juste un instant. Et enfin, pour dire que pour le pilotage du projet là, je dis comme je l'avais dit, les réunions d'avancement, elles sont très importantes. La méthode Scrum, elle fonctionne si toutes les parties en fait communiquent, parce que la communication est très importante. C'est-à-dire lorsque je réalise une tâche et que je sais que mon collaborateur, il pourra démarrer sa tâche qu'une fois que la mienne est terminée, je suis obligé justement, dès que je termine, je dois signaler que
voilà, j'ai terminé, il peut commencer la tâche. Et ou lorsqu'on est dans une situation où nous avons des retards, il faut également le mentionner. Donc, cette méthode est très bien, elle fonctionne bien à condition que chaque partie dans le projet communique. Et là, comme je l'ai noté, la clôture du sprint de la semaine et préparation du sprint de la semaine à venir. Comment ça fonctionne? En fait, le lundi, lorsqu'on arrive pour travailler, c'est-à-dire le lundi, on prépare le sprint de la semaine qui va commencer. C'est-à-dire lundi, on affecte les tâches à chaque ressource en se disant, tu as d'ici vendredi, voici les tâches que tu dois effectuer. Et le vendredi, après-midi, avant de quitter l'entreprise, on fait à nouveau une nouvelle réunion. Et au cours de cette réunion, on fait le bilan sur ce qui a fonctionné dans la semaine. Et une fois que cette est faite, en fait, on boucle, on ferme le sprint. Comme j'ai dit, le sprint, c'est une semaine où on a une succession de tâches à effectuer. On démarre lundi, vendredi, on fait le point du sprint qu'on a lancé le lundi, on le ferme, c'est-à-dire voilà les tâches qui ont pu être effectuées. Celles qui n'ont pas pu être effectuées, on va les programmer sur le sprint de la semaine à venir, c'est-à-dire le lundi qui va commencer, cette tâche va être prioritaire et nous allons ensuite affecter les nouvelles tâches associées à la semaine qui démarre. Puis l'étape, je dirais même la plus importante, c'est l'archivage des documents. Parce que c'est à ce niveau vraiment qu'on trace tout ce que chaque ressource a pu faire. C'est vraiment le document c'est comme un document d'entrée du projet. Donc là, je pense avoir fait le tour et j'espère que voilà, j'ai pas été assez rapide et que voilà, j'ai été assez fluide. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie. Et pour la partie question, je pense que vous pouvez soit ouvrir le micro, soit utiliser le chat. Ok, il y a Yoda. Yoda demande à revenir sur l'outil de gestion des tâches. Ok, je vais partager. C'est bon, là je suis sur l'outil de gestion des tâches. En attendant que Yoda me précise juste ce qu'il aimerait voir sur l'outil de gestion des tâches, il y a Soumaïla qui demande, ok, je partagerai après le support, et Annie qui demande, il aimerait savoir si le cahier de charge, savoir qui écrit le cahier de charge et pour l'étape de l'intelligence collective rédige le document. Ok, le cahier de charge, il est rédigé par, en général, le cahier de charge, il est dans un premier temps, on a le client qui nous approche avec son idée. Il vient avec son idée et lorsqu'il nous approche, nous qui sommes les développeurs, nous allons lui proposer, faire également une proposition. Et en fait, c'est ensemble le cahier de charge. La grande partie, en tout cas, est rédigée par le client, mais
nous qui sommes l'équipe, nous qui développons, en fait, nous pouvons contribuer, pouvons donner nos idées et ensemble, en fait, on va consolider vers voilà, un cahier de charges vraiment assez exhaustif qui prend en compte ce que le client veut et ce que nous pouvons produire. Parce que étant développeur, il ne faudrait pas en fait dire que voilà, on peut produire et en fait, on n'a pas les moyens pour le faire. Parce qu'à la fin, comme j'ai dit, c'est la recherche de la qualité. Donc, il faudrait vraiment respecter ce que le client demande. Et pour ça, il faut être avec le client dès le départ en lui disant ce que nous pouvons exactement faire et s'il est d'accord, on valide ensemble le cahier de charge. Et la partie de l'intelligence collective. En fait, une fois que le cahier de charge est validé, on a le chef de projet en fait qui va réunir l'équipe. Souvent en entreprise, on est assez nombreux. Il va réunir l'équipe et dire voilà, nous avons reçu un projet. Par exemple, là, c'était un projet de l'agroalimentaire. Nous avons reçu un projet et il va faire une projet et dire voici ce que le client veut. Et parmi l'équipe, il va pouvoir maintenant choisir en fait ou voilà, choisir en gros les personnes qui ont les compétences pour réaliser le projet là. Et c'est en ce moment que chaque membre de l'équipe justement va proposer en fait ses solutions. Moi, par exemple, en tant que développeur interface, je vais dire, mettons en place un document dans lequel je vais, par exemple, mettre souvent on parle de charte un code couleur. C'est-à-dire si je développe les tomates, généralement, on sait que c'est la couleur rouge. Dans le document, je vais mettre toutes les couleurs que je vais utiliser. Comme ça, le chef de projet, quand il discute avec le client, il va dire voici ce que mon développeur d'interface propose comme charte graphique. Voilà, c'est le thème que je cherchais, charte graphique. Et avec le client, justement, ils vont valider. Donc, l'intelligence collective, c'est le plus que l'équipe, les membres de l'équipe apportent en fait pour que le projet puisse bien se dérouler. Pourquoi je disais que la méthode Scrum, la communication est très importante. Chacun a le droit de parler, chacun a le droit de donner son avis et ensemble, en fait, on valide. J'espère avoir répondu à la question d'Anthony. Merci, je t'en prie. Et Yoda, est-ce que tu pourrais juste préciser sur l'outil de gestion la partie que tu aimerais revoir? Donc, j'ai une question de M. Saïdou qui demande qu'est-ce qu'un projet informatique? Bon, un projet informatique, pour définir simplement, pour moi, le projet informatique, en fait, c'est un projet qui fait appel à je dirais, à naissance, en fait, qui demande, par exemple, une automatisation d'une tâche, par exemple, qu'on a l'habitude de faire. Quand j'ai pris l'exemple là, c'est-à-dire une tâche qu'on a répétitive qu'on aime faire et on souhaite, par exemple, l'automatiser, c'est-à-dire à partir d'un ordinateur, pouvoir lancer la tâche. Et du coup, le projet informatique, je peux dire, soit c'est de l'automatisation des systèmes, c'est en fait tout ce qui a trait, c'est lorsqu'on passe en fait sur du développement, par exemple, pour faire simple. Pourquoi le choix de Jira? Bon, Jira c'est un logiciel parmi tant d'autres. Mais Jira, c'est celui que j'utilise. Ça fait 2 ans maintenant, c'est celui que j'utilise, celui sur lequel en fait je suis beaucoup plus à l'aise. Sinon, vous avez d'autres outils tels que, je pense, sur MS Project, c'est possible de le faire également. Mais Jira, c'est vraiment parce que ça fait 2 ans que je travaille avec cet outil-là. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Bon, moi, j'ai une autre expérience avec Jira. Moi, c'est ma première fois de voir qu'on puisse faire le management et le pilotage du projet informatique avec Jira. Mhm. Ma première fois où j'ai participé ou soit j'ai travaillé avec Jira, c'était dans le cadre du test d'un projet informatique. En fait, Oui, il faisait partie de l'équipe du testeur d'un testeur, projet oui. informatique. Oui. Donc, nous, en tant que testeurs, l'équipe de testeurs, Oui, on avait activité comme tâche à tester les fonctionnalités du oui. système et Mhm. puis faire remonter les bugs à partir de Jira. Oui, Voilà, donc on faisait remonter les bugs à partir de Jira et puis ces bugs en créant des tickets et puis ces tickets avaient des statuts des statuts, oui. en cours et terminé Oui. ou Et souvent, par exemple, là, vu que l'outil que j'utilise là, c'est sans la licence, mais je sais que le Jira avec la licence, on a la partie validation technique, on a encore, c'est encore plus développé que ça. non, ok. En Et fait, pour aussi, moi, oui. c'est comme c'est ma première fois de voir qu'on peut, je viens d'apprendre comme ça qu'on peut utiliser Jira pour faire le management de projet, le pilotage de projet informatique. J'avais seulement en tête que seulement pour faire remonter les bugs à partir des tickets Les tickets, oui. dans le cas des tests Ah, d'un système informatique. ok. Sinon, en Mm. complément, avec Mm. Jira, vous pouvez faire non seulement le pilotage de projet, vous Mhm. pouvez également, même, il y a une partie Confluence qui appartient à Oui, Jira aussi. oui. J'ai Voilà, aussi travaillé Confluence. sur ça. Confluence, Voilà, pour Confluence, c'était pour énumérer un peu les spécifications du système. oui, Et à partir du Confluence, on partait voir les spécifications du système et on oui, vérifiait ces spécifications à partir du système c'est ça. qui est développé, qui est mis en place. Et Oui, lorsqu'on constatait des anomalies, c'est-à-dire des fonctionnalités qui ne répondaient pas aux spécifications qui sont dans Confluence, et oui, qu'on créait maintenant des tickets dans Jira et on les fait remonter maintenant à partir d'un intermédiaire qui jouait le rôle oui, de gestionnaire des sports. Et ce c'est gestionnaire ça. des sports maintenant analysait ces bugs et les remontait maintenant au niveau des développeurs qui les prenaient en compte maintenant afin de les traiter. Et une fois que ces développeurs ont fini de traiter ces tickets-là, et ils nous renvoyaient ces tickets-là et on avait la possibilité d'avoir des notifications à partir de nos adresses email. Et une fois qu'on récupère ces tickets, on vérifie à partir du système est-ce que ces corrections ont été prises en compte, tout ça, ces bugs ont été corrigés dans le système avec la version qui est en place. Et si cela Oui. est fait, on change le statut du ticket en terminé. En fait, je pense que vous étiez vraiment sur la partie soft, ou vraiment développement. Mhm. Et en fait, moi, par exemple, dans mes projets sur lesquels je travaille, nous sommes dans la partie utilisation. Ah, ok. Donc, par exemple, si moi j'utilise et que nous avons envie d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, Mhm. je pense que c'est le travail que vous faisiez avant. C'est vers vous on va approcher Oui, pour justement faire remonter et créer cette possibilité-là. oui. Donc, oui, je comprends ce que vous dites. Sinon, effectivement, Jira, vous pouvez l'utiliser pour le pilotage. Ah, ok. Oui, Vraiment, merci. C'est un plus pour moi. je vous en prie. Je pense que je vais essayer de m'exercer dans ce sens-là pour pouvoir être encore plus compétitif. Oui. Après, bon, si vous voulez, je ne sais pas, à l'issue de la réunion, peut-être on pourra faire la demande au CDA. S'il Oui, faut voir des séances, on pourrait, pourquoi pas, s'il y a plusieurs qui sont intéressés, on oui. pourrait pourquoi pas faire une séance où voilà, nous allons partir de zéro, essayer de l'utiliser, le logiciel. Oh, ok, ça me va bien. Ça va. Vraiment, merci bien pour cette proposition. Merci. Merci à vous également. Merci. Bonjour, Monsieur Bado, j'ai une question. Oui, bonjour, monsieur. Ici Djibril Mo, je suis également étudiant en gestion de projet au niveau du CD. Pris le train en marche, j'ai suivi avec intérêt. Merci pour cette belle présentation. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que dans cet outil Jira, c'est possible de hiérarchiser les tâches, c'est-à-dire qu'une tâche Y ne peut pas commencer avant qu'une tâche X ne se termine? Et est-ce possible aussi de créer des profils en tant que chef de projet et les affecter aux différentes tâches? Oui.
Merci, ce sont Oui, ces questions-là que j'avais. d'accord, je vous remercie pour ces questions. Donc, comme je disais, en fait, je ne sais pas si là, vous voyez mon écran ou s'il faut que j'agrandisse un peu. Oui, je vois l'écran. Voilà, quand je prends par exemple la mise à disposition des données, ce ticket-là, vous voyez une partie, j'ai responsable. Et en fait, ici, c'est signé. Donc, en fait, en créant le projet, je pouvais en fait rajouter les personnes. En cliquant juste ici, on ajoute des personnes. En saisissant leur adresse mail qui seront invités à rejoindre le projet. Donc, ils feront, en cliquant sur ça, ils font partie du projet. Et maintenant, lorsque j'ai une tâche, je vais dans responsable et je choisis la personne qui doit faire la tâche. Et c'est à ce niveau également que justement on peut définir en fait. Parce que là, je n'ai pas les accès vu que j'utilise la version sans la licence. Je peux normalement hiérarchiser, c'est-à-dire mettre le profil de tout un chacun. Et aussi au niveau des tâches, on a la possibilité aussi de mettre la priorité. Et c'est à ce niveau-là. Je vais vous le montrer. Vous voyez un champ priorité. Et en le glissant en fait là, j'enregistre la modification. En fait, c'est un champ que je n'avais pas ajouté et que je reviens sur le projet. Je prends cette tâche-là. Vous verrez que j'ai un niveau de priorité ici. Et j'ai le choix très haute, haut, basse, moyenne et tout. Donc, au niveau déjà ici, il y a la possibilité justement de mettre le niveau de priorité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ça répond à la question. C'est ce que je voulais savoir sur l'outil. Voilà. Donc, par exemple, là, on voit concrètement, j'ai les tâches qui sont là et on a le niveau de priorité qui rapidement, en fait, permet de voir quelles sont les tâches à réaliser au plus vite. Ok, merci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, moi je voulais, comme je suis venu un peu en retard là, je voulais savoir les objectifs même de ce cours-là. Ah, d'accord. Et donc, disons, l'objectif de ce cours, c'était déjà de voir ensemble, c'est quoi, en fait, déjà, c'est quoi le management d'un projet et également, quelles sont les étapes qui sont utilisées, souvent pour assurer, par exemple, le pilotage. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, j'ai dit que le management, souvent on parle de gestion de projet. À la différence de la gestion de projet, le management de projet vient rajouter en fait le facteur humain là. Parce que quand on dit gestion de projet, c'est seulement la partie outils informatiques. C'est par exemple ce que je suis en train de présenter là, Jira. J'ai l'outil, je mets les tâches. Ça, c'est de la gestion de projet. Je dis quelle est la tâche que je dois effectuer avant ou après. Par contre, le management, c'est quand je vais dire, par exemple, une tâche, cette tâche, je vais l'attribuer à une personne de mon équipe qui doit la réaliser. En ce moment, je ramène en fait le fait d'envoyer l'homme ou la femme qui va travailler sur cette tâche-là. En ce moment, on parle de management concrètement. Et maintenant, le pilotage, ça sera tout ce qu'on va mettre en œuvre pour que nous puissions respecter le délai. Là, par exemple, j'ai un projet où on a le délai, ça va du 22 août au 22 septembre. Le pilotage va tout faire pour que vraiment nous soyons dans les délais. Donc, en résumé, cette présentation, c'était surtout pour aborder ces sujets-là ensemble. Ok, c'est bien compris. Je vous en prie. Je ne sais pas si j'ai oublié de répondre à des questions. Je crois qu'il y a Yoda qui me demande. Ah, sur l'affectation des tâches. Donc, j'ai toujours l'outil Jira qui est là, juste pour répondre à la question Yoda qui demande l'action des tâches, comment c'est effectué. En fait, en cliquant sur la tâche,
par exemple, contrôle technique là, j'ai l'option qui s'ouvre. Et en fait, tout du responsable de la tâche, là, en fait, si je fais me l'assigner, c'est parce que c'est moi qui suis sur l'application. Sinon, je viens juste de la personne qui doit effectuer cette tâche. Et une fois que je renseigne, la personne sera prévenue par mail, comme quoi effectuer une tâche. Personnes qui demandent sont partants pour les cas pratiques. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou suggestions. J'ai vu dans la conversation des personnes qui étaient partantes pour, après l'étude de cas sous Jira. Donc, je pense que je ferai la demande après au niveau du cluster digital et puis nous verrons comment organiser cette séance-là. Après, il y avait une question sur si Jira était open source. Jira est open source, mais il y a vous n'auriez pas certaines propriétés que vous ne pourrez pas utiliser. Par contre, conseil Trello, je vous l'écris. Trello, vous pouvez l'utiliser même sur le téléphone. Trello aussi, c'est un outil de gestion. Un peu comme Jira, vous avez les tâches à faire en cours terminées, qui est très bien aussi pour un apprentissage. Oui, Jira, vous pouvez télécharger Jira, mais vous serez limité en fait. Il y a certaines tâches que vous ne pourrez pas. Si vous voulez sur le téléphone, je vous conseille de télécharger Trello qui fonctionne et qui a à peu près une miniature qui va vous permettre de voir déjà un peu comment, d'avoir une idée de comment fonctionnent les tâches. Donc là, je vais juste vous partager. Là, pour finir, vous auriez... Donc là, pour finir, vous avez également mes coordonnées, notamment, je vous invite également à aller sur le cluster d'Africa, vous avez l'application sur Play Store ou App Store. Vous pouvez créer également votre profil et je suis également sur la plateforme. Et vous avez pas mal d'outils à utiliser, notamment l'outil que nous utilisons actuellement pour la visioconférence. Et vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Vous avez également mon adresse mail et puis mon LinkedIn. D'accord, merci à vous, Monsieur Bado. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que toutes les questions sur la partie discussion ont été répondues. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier Monsieur Sir Bado pour cette brillante présentation. C'était vraiment intéressant. J'ai vu que pas mal de nos étudiants ont réagi et ont posé différentes questions. Donc, nous espérons vous avoir pour d'autres séances de visioconférence. Pas de souci, je vous remercie. Juste, je vous enverrai le support, parce que j'ai vu que certains le demandaient. C'est cela. Ou je vous enverrai le support directement et puis, oui. Il n'y a pas de souci. Ça sera disponible pour les étudiants sur la plateforme éducative. Ok, donc, pas de souci. à vous. Ça marche. Merci à vous également. Merci à tous pour votre participation. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir.
Vous êtes élève, étudiant, professionnel? Vous souhaiterez acquérir des connaissances dans votre domaine? Alors rendez-vous sur notre plateforme Closté Digital Africa pour vous former à votre rythme. Au CDA Virtual Academy, nous vous aidons à accéder aux meilleurs programmes de formation en ligne. Grâce à l'intervention de centaines d'experts qui se réunissent pour sélectionner ces recommandations basées sur des besoins de formation recensés sur le continent. Cette plateforme d'enseignement en ligne panafricaine donne la possibilité à toute personne d'accéder à des formations certifiantes ainsi qu'à des programmes diplômants par le biais de notre université virtuelle. Closté Digital vous propose des formations classiques et professionnalisantes dans les domaines des sciences de l'économie, de l'agronomie, du droit, des lettres, de l'informatique et de la comptabilité à travers son université virtuelle européenne au Mali. Ce large choix permet à chacun des étudiants de poursuivre ses études correspondantes à son projet professionnel. Le Closté Digital Africa Virtual Academy vous propose les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtuel et étudiez depuis chez vous.